En arrière-plan, il y avait l'idée d'écrire un roman monde. C'est-à-dire pas le monde vu de Paris, mais un roman où des mondes s'observent, se confrontent. Mais c'était tout simplement une idée d'arrière-plan. Je n'avais pas du tout la perspective précise. Et c'est en bibliothèque, en fouillant, que je suis tombé sur des revues américaines. Et là, cette histoire de cinéastes hollywoodiens qui venaient parfois tourner au Maghreb une partie de leur, ou le tout de leurs films de l'époque, des films orientalisants, des films qu'on lançait à Hollywood dans la veine de ce qu'on faisait avec Ramon Novarro ou Rudolph Valentino, l'histoire de Cher, etc. Pour certains de ces films, pas ceux de Novarro et ceux de Valentino, mais pour d'autres, finalement, on décidait d'aller dans de vrais endroits où il y avait de vrais arabes, de vrais palmiers, etc. Et plutôt que d'aller au Moyen-Orient qui était loin, les Américains venaient au Maroc, dans les protectorats du Maroc, où il y avait l'infrastructure de la colonisation française. Une bonne partie de cette génération-là, quand elle a été cultivée par les Français, être bilingue à l'époque aux États-Unis, c'est parler français. Louis Brooks, par exemple, parlait français. Et à partir de ce moment-là, ça s'est déclenché. Parce que la colonisation, c'était un tableau. C'est-à-dire que le Maghreb colonisé, c'est une situation que les colonisateurs veulent figer, avec des indigènes en position subalterne, et qui doivent le rester, et des colons et une administration coloniale qui domine, qui verrouille le tout, deux mondes séparés, on se retrouve pour quelques cérémonies protocolaires, mais chacun son rang, chacun sa place. Et donc c'est un tableau qui doit rester immuable. Et l'arrivée des Américains, évidemment, ça fait des histoires. Et à partir du moment où il y a des histoires, les romanciers adorent ça. Donc ça y est, en quelque sorte, le déclenchement était là. Voilà. Le désir d'un roman monde en arrière-plan et la rencontre de ce type d'événement, l'arrivée du tiers. C'est-à-dire qu'on sortait du face-à-face colon-colonisé et on obtenait le regard de biais et un renouvellement, au fond, des angles et des perspectives. C'était moins des inspirations que des... Alors, Raouf il vient de passer son bachot dans un très bon rang, c'est un excellencier du lycée français. Il a été élevé dans les deux cultures, l'arabe classique et la culture française. Et en même temps, il est un peu comme tous les lycéens de cette époque, ou de l'époque auparavant dans les faux monnayeurs, par exemple, Bernard et ses petits camarades sont des fous de littérature, peuvent se battre pour une histoire de vers de La Fontaine, etc. Lui, il est un peu de cette génération-là encore, c'est une génération très livresque, et il est très livresque, donc il vit à travers ce qu'il a lu et ce qu'il a retenu. Et en particulier, bon, il peut y avoir Apollinaire, il peut y avoir d'autres auteurs. Si je me souviens bien, dans ce passage sur les quais, il y a également des romans des frères Tarot, c'est-à-dire la littérature coloniale qui décrivait justement l'Afrique du Nord à cette époque-là. Et si on voulait s'amuser à résumer les prépondérants, ce serait l'irruption de Gatsby le Magnifique dans l'univers des frères Tarot. Voilà le séisme que ça provoque. Il y aurait eu dans Les Opprimés quelque chose d'un peu éditorialisant, c'est-à-dire le point de vue initialement progressiste, etc., qui, au fond est le mien en gros. Hein, et quand je décide d'écrire un roman, c'est souvent aussi à partir de ce point de vue-là que je m'installe. Cela dit, on ne peut pas le garder quand on écrit un roman. Hein, le roman, c'est la pluralité des voix, c'est la composition des voix. Et puis c'est la dissolution du point de vue éditorialisant progressivement. Hein. Le romancier s'écrit en 1000 morceaux, disait Elias Canetti, donc je suis un peu dans cette situation-là. Quand le roman est fini, même si au départ j'étais un bloc de conviction, à la fin c'est plutôt les 1000 morceaux de l'écrivain qui s'est distribué dans les voix de ces personnages. Donc j'ai choisi les prépondérants parce que donc, ils constituent le lobby, le groupe de pression le plus puissant, le mieux organisé de l'Afrique du Nord.
Et entre 1900 et 1950, sous une forme ou sous une autre, sous une forme organisationnelle dure, comme à cette époque-là, entre 1890 et 1920, 1930, ils sont effectivement présents sous cette forme d'organisation, de groupes très structurés, de l'extrême droite, en gros, réactionnaire, coloniale, raciste, etc. Et ils vont réussir à faire échouer toutes les tentatives de réforme entre 1900 et 1950. Chaque fois qu'on voudra ouvrir les portes, ils seront là pour faire retomber le couvercle. Et là, en 22, il y a une possibilité qui vient de la droite d'ailleurs. C'est un député français, il s'appelle Tétinger, qui appartient à une famille de la droite française et qui va ensuite se perpétuer jusque dans les années 60, qui dépose un projet de loi accordant l'indépendance et les libertés fondamentales au protectorat du Maghreb. Et ce projet de loi, alors ça m'a vraiment surpris quand je l'ai lu pour la première fois, était signé par Maurice Barrès. Je me suis quand même frotté les yeux. Maurice Barrès, la droite nationale. Le prince Murat, la droite bonapartiste. Les grands milieux d'affaires, il y a un baron de Rothschild. Le centre-gauche, la gauche, les socialistes. Donc il y a un large éventail de l'Assemblée nationale qui est prêt au fond à jouer le jeu de ce à quoi avait appelé Wilson en 1917-18, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Anglais viennent d'ailleurs, à peu près dans cette époque-là, d'accorder l'indépendance à l'Égypte. Une indépendance à l'anglaise, parce que ce qui intéresse les Anglais, c'est le canal. Et le reste peut aller avec quand c'est bien aménagé, une indépendance bien aménagée, ils le font. Mais les prépondérants vont réussir en quelques mois à casser cette opération, à faire refermer la porte. Total, on va en reprendre pour 30 ans, puisque ce qui a échoué au début des années 20 nous attend vers le début des années 50. C'est pour ça que j'ai gardé le nom de prépondérant. Ils ne jouent pas un rôle, on ne les voit pas au premier plan, très peu, parce que Gantier n'est pas un prépondérant au sens courant du terme. Il est très différent, c'est un grand colon, mais il est très différent du cliché du grand colon. Ils sont à l'arrière-plan, c'est un peu comme la force du destin à l'arrière-plan du roman. À cette époque-là, c'est eux qui donnent au roman la tristesse des occasions ratées, quoi. Voilà. Oui, c'est le propre du roman, de ce point de vue, hein, d'avoir cet arrière-plan ancré sur la route. Et puis les choses qui se passent dans le miroir, où les protagonistes sont fictifs, sont des êtres de fiction, et c'est à travers eux que le romancier se livre, je dirais, au plaisir de la fiction. Pas de la reconstitution, mais au plaisir de la fiction, parce que ce sont des créatures fictives, donc avec eux, on peut effectivement inventer. Quand on entre dans une scène en compagnie de deux protagonistes fictifs, on ne sait pas comment la scène se terminera. Voilà. Quand on raconte la bataille de Waterloo, on ne va pas tricher. On peut la raconter d'une certaine façon, on peut renouveler un peu le style, mais de toute façon. Mais avec des personnages, avec des protagonistes fictifs, une scène de jalousie, une scène de conflit, elle peut aller dans toutes les directions. On ne sait pas encore, c'est au fur et à mesure de l'écriture qu'elle va s'inventer. De ce point de vue-là, il y a un vrai enthousiasme de la création de fiction. Et en même temps, c'est ancré en quelque sorte dans un espace-temps. Et cet espace-temps, pour qu'il sonne juste comme chambre d'écho, tu parlais tout à l'heure, il faut avoir fait la traversée de la documentation. Et il y a deux difficultés dans la traversée de la documentation. D'abord, c'est long comme travail de recherche, surtout que là, dans ce roman, la recherche devait passer par l'archive en langue anglaise pour les Américains, l'archive en langue arabe pour un certain nombre de textes et de références, l'archive en langue allemande quand ils sont à Berlin, là aussi c'était important d'avoir des choses qui sonnent justes. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce travail assez ardu, parce qu'il ne s'agit pas seulement de brosser l'arrière-plan, il faut trouver dans cet arrière-plan historique, il faut trouver des faits qui ont un caractère, je dirais, qui s'apparente au romanesque, c'est-à-dire des faits dont on puisse se dire c'est pas possible et ça s'invente pas. C'est-à-dire que on se demande si c'est vraiment, c'est tellement singulier qu'on se demande si ça a pu arriver, et puis en même temps c'est frappé du sceau de la nécessité, on sait que c'est arrivé. Voilà. Alors, et je pense par exemple, cette manifestation à Mayenbourg,
lorsque alors, le nom de la ville est fictif, mais les faits, eux, sont avérés. C'est-à-dire que lorsque les Français occupent la Ruhr en janvier 23, dans une des manifestations qui a lieu dans les villes allemandes, on a ce comportement tout à fait surprenant de la foule allemande face aux troupes françaises qui sont là pour maintenir l'ordre, et devant le comportement inédit de cette... Parce que quand tu es romancier, bon, tu écris cette scène où il y a une manifestation, il y a des manifestants, il y a des forces de l'ordre, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de perdre 3 pages à raconter une manif, tout le monde a déjà deviné, puisque tu racontes une manif telle qu'elle, c'est un cliché de manif, ça a déjà été raconté 50 fois. Donc quand on raconte quelque chose comme ça, il faut avoir sous la main, en quelque sorte, un événement qui sorte de l'ordinaire. Et il faut à la fois qu'il sorte de l'ordinaire et qu'il soit en même temps frappé du sceau de la nécessité. Et ça, c'est très difficile à trouver. Et il faut fouiller dans l'archive. De la même façon que des fois, il y a des choses qui surgissent dans l'imaginaire, de temps en temps, il y a des choses qui viennent du fin fond de l'archive. Et là, effectivement, j'ai un jour trouvé entre la presse allemande et des déclarations dans la biographie de certains personnages historiques, j'ai trouvé cet événement dont je ne parle pas. Le lecteur se reportera au chapitre de l'occupation de la Ruhr. Et là, j'avais enfin de quoi faire une scène, c'est-à-dire avec quelque chose qu'on n'avait jusque-là pas vu. Parce que la doc, les dates, les noms, etc., bon, c'est le barbant, il faut le faire, il ne faut pas se tromper sur les dates, mais le plus dur, c'est d'aller à la pêche et de trouver les bons poissons. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé effectivement ce qui paraît intéressant, l'affaire Arbuckle, par exemple, dans les milieux de cinéma américain, c'est une affaire absolument extraordinaire. Et une fois qu'on a ça, il faut ensuite nettoyer le texte pour que ça ne sente pas l'affiche. Il ne faut surtout pas que ça sente l'affiche. Donc il faut être impitoyable. Il ne faut garder que des têtes d'épingle. Je dirais, c'est presque en creux que l'archive doit se manifester. On doit sentir la justesse, mais ça ne doit pas aller plus loin. Il faut que ça ne va pas envahir le texte. L'essentiel, c'est l'aventure des personnages, c'est les passions, c'est les conflits, et voilà. Ce n'est pas un bouquin d'histoire. Je ne suis pas historien. Je traverse l'archive, mais je ne suis pas historien. C'est moins un choc de culture ici que la trace dans la langue française des contacts qu'elle a eus avec la langue étrangère. J'ai voulu qu'on ait cette trace. Alors c'est une fois toutes les 30 pages, il y a une petite citation, il y a 2-3 mots comme ça dans la langue d'origine, immédiatement traduits pour pas que le lecteur soit perdu, mais en même temps, cette espèce de renouvellement de la langue par une expression traduite telle qu'elle. Voilà. Et ça aussi c'est intéressant, la façon dont une langue peut se renouveler au contact d'autres langues, comment un écrivain de fiction en langue française peut être saisi par une formule qui vient de la langue étrangère, et comment ça peut en quelque sorte ce contact avec l'étranger, ou avec son propre passé dans l'autre langue, hein, pour le cas de la langue arabe par exemple, ou dans la langue qu'il aime, comme le contact avec l'allemand, etc., renouvelle en quelque sorte les choses. Par exemple, quand le père de Raouf veut exercer sa vengeance vis-à-vis du méchant, là, de Belkhodja dans le roman, parce que Belkhodja a dénoncé son fils à la police française pour mener nationaliste et révolutionnaire, ce qui a obligé Raouf à partir en Europe pour se faire oublier. Et le père n'a pas digéré, le père de Raouf n'a pas digéré, et il veut se venger. Bon, j'étais un peu... je me disais, bon, il faut qu'il se venge, qu'est-ce que je veux bien trouver comme histoire de vengeance, mais je dois dire que j'ai été porté par la forme du scénario que ça devait prendre, et cette forme du scénario, ça venait d'un proverbe arabe du Maghreb. On ne dit pas en arabe il s'est pris à son propre piège, l'homme s'est pris à son propre piège. On utilise une métaphore, on dit le mouton est entré de lui-même dans le four. Voilà. Et cette formule, cette ironie de la formule à l'intérieur m'a porté pendant toute l'écriture de cette séquence de la vengeance. Voilà comment une formule venue d'une langue étrangère au français peut guider en même temps un romancier dans la rédaction d'une séquence en langue française. De la même façon, ça peut être parfois beaucoup plus drôle. Les Américains ne disent pas qu'ils font une fête à tout casser. Ils disent qu'ils font des fêtes où c'est la queue qui remue le bestiau. Et là encore, il y a une force où en allemand, de temps en temps, il peut y avoir une trace comme ça, parfois plus poétique,
Je les ai laissés jouer telles quelles. Par exemple, on ne dit pas la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt, on dit l'heure du matin a de l'or dans la bouche. Voilà, donc je tenais beaucoup à cette idée des traces du contact entre les langues et de la façon dont, au fond, la traduction parfois même littérale, permet de renouveler de la même façon d'ailleurs que l'allemand ou l'anglais peuvent aussi utiliser le français pour se relancer par moments. Oui, ça passe effectivement par les trois personnages, hein, par Rania, par Gabrielle Conti, la journaliste, et par Catherine Bishop, hein, l'actrice américaine. Rania, la protagoniste maghrébine, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, elle n'occupait pas la place qu'elle occupe actuellement dans le roman. Le roman a longtemps commencé sur le deuxième chapitre, l'arrivée des Américains. Et Rania avait plutôt un rôle de second plan à l'intérieur du roman. C'est en cours de rédaction du roman qu'au fond, le roman lui-même a réclamé que place soit faite à ce personnage, que son rôle s'agrandisse en quelque sorte et qu'elle devienne une protagoniste de plein exercice dans le roman, au point de venir occuper le premier chapitre tout entier. Et l'ancien premier chapitre devenant le chapitre 2. Alors, c'était un personnage assez difficile à construire, étant donné le statut de la femme dans ce type de société traditionnelle à cette époque. C'est pour ça, au fond, qu'elle est en même temps une jeune veuve et la fille d'un grand notable. Parce que ce sont deux éléments sociaux qui lui donnent un peu plus de latitude que, si j'ose dire, une simple jeune fille à marier. Voilà. Elle a un peu plus de liberté, elle a un peu plus de latitude en étant veuve d'un côté et fille d'un grand notable. Elle a plus de solidité sociale. En même temps, les romanciers ne sont pas sérieux. Donc on peut très bien, quand on écrit, réagir à un proverbe, à nouveau, ou un aphorisme qu'on voit passer, là encore, de l'arabe parlé au Maghreb, le vent est le compagnon des veuves. Voilà. Et cette formule-là, en quelque sorte, a donné lieu aux promenades de Rania dans la campagne. Voilà. C'est une marcheuse solitaire, en quelque sorte. Alors, la difficulté avec elle, c'est à partir de ce veuvage, son mari est un Maghrébin qui est mort pour la France. Il est allé mourir en 14-18 au Champ d'honneur. Elle est elle-même prise, elle a été élevée dans les deux cultures, le français et l'arabe. Elle est elle-même prise dans les élans nationalistes. C'est pour ça d'ailleurs que le père lui confie la gestion d'une ferme au sud, comme ça, parce qu'il a un peu peur des fréquentations qu'elle a et des bêtises qu'elle peut faire dans la capitale. Son propre père donc lui confie. Et elle réussit assez bien. Elle réussit assez bien parce que les choses pratiques, dit-elle, ça tient les larmes à l'écart. Et puis elle réussit assez bien parce que les paysans disent d'elle, elle a l'œil d'un maître, l'œil qui engraisse le bétail. Voilà. Donc là encore, et puis c'est la marque de la Nouvelle Héloïse à l'arrière-plan, hein, qui est une de ses lectures favorites. Cela dit, le père est gâteux de sa fille, il n'a aucune contrainte. Mais le frère aîné, lui, il veut exercer ses prérogatives de frère aîné, c'est-à-dire qu'il veut la remarier. Il veut la remarier, et si possible, un mariage pas très reluisant, quoi. Un mariage de seconde catégorie, ce serait très bien, ça lui permettrait de garder sa position dominante à l'intérieur de la famille élargie, quand le père serait plus là, etc. Et Rania comprend tout ça. Elle dit d'ailleurs, il a raté son mariage, il faudrait que le mien soit pire. Donc, et une grande partie de l'histoire de Rania dans le roman, c'est l'histoire des ruses qu'elle déploie pour échapper à ce piège du remariage et du remariage arrangé. Et c'est vrai qu'institutionnellement, le frère aîné a son mot à dire dans la société traditionnelle. Et en même temps, c'est une jeune femme qui n'a pas les mêmes capacités de circulation que ses deux amies qui, elles, viennent la voir, c'est-à-dire Gabrielle et Catherine. C'est pour ça que beaucoup de choses chez Rania, enfin beaucoup, une partie des choses chez Rania passent par de brefs moments de monologue intérieur. C'est là que se fait vraiment son existence, parce qu'elle ne peut pas sortir, prendre la bagnole, aller voir... Voilà.
C'est comme ça que ça se passe pour elle. Ce qui n'empêche effectivement la renaissance du désir chez elle en particulier. La renaissance du désir, mais désir secret. Parce qu'elle est dans un monde où l'amour est aveugle, mais pas les voisins. Donc il ne faut surtout pas que ça se sache. En même temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les premiers pas. Ça ne se fait pas. Encore aujourd'hui, ça peut poser des tas de problèmes à quelqu'un, mais a fortiori à l'époque. Elle a peur d'un refus en même temps. Et donc elle reste dans ce désir silencieux, avec pour viatique un peu une phrase comme le seul monde où je puisse m'asseoir à côté de lui, c'est quand je ferme les yeux. Voilà. Donc elle est un peu dans le rêve. Et donc elle est là, désir silencieux, en but aux pressions de la société traditionnelle, aussi se heurte à la société coloniale, parce qu'elle a des histoires de parcelles à échanger contre son gré avec un grand colon, et là aussi elle résiste, elle ne se laisse pas faire, elle ne veut pas être traitée par un sac, par qui que ce soit. Voilà. Et c'est ce qui fait effectivement la force de ce personnage, hein, de toutes les ruses qu'elle déploie pour résister. Voilà. Et là, il y a effectivement... Et il ne faut pas croire non plus que sa volonté de résistance est alimentée uniquement par la littérature occidentale, par ses lectures de Rousseau ou de Victor Hugo. À l'époque, il y a déjà une importante littérature égyptienne, romanesque, par exemple, des romans égyptiens, qui parlent de libération de la femme, ou des essais qui parlent de libération de la femme. Donc, aussi bien en arabe qu'en français, elle trouve de quoi alimenter sa volonté de libération, en sachant en même temps qu'il ne faut pas qu'elle en fasse trop, parce qu'elle risque de se retrouver en porte-à-faux. Donc, elle est en même temps dans la dissimulation, dans la ruse. Il y avait une série de petites raisons à ça. La première, c'est la double expérience que j'ai. C'est-à-dire que j'ai vécu les 12 premières années de ma vie en Tunisie. Ensuite, j'ai été installé à Paris où on m'a dit travail. Et puis en 71, je suis parti comme coopérant français au Maroc, où je suis resté 13 ans, c'est-à-dire plus longtemps qu'en Tunisie. Et donc au fond, dans ma tête et dans la gorge, j'avais deux arabes dialectaux différents, au point que parfois je ne savais plus d'où me venait telle ou telle formule. Moi je ne le savais pas, mais si je me trompais, ça ne tromperait pas un originaire de l'un des deux protectorats. Et donc, au fond, passer par l'anonymat du pays, c'était un moyen de pouvoir circuler entre les deux univers que j'avais dans mes souvenirs et dans mon expérience, et ça me rendait une certaine forme de liberté. En même temps, il y avait un autre avantage, c'est que ça me mettait à l'abri des obsessionnels. C'est-à-dire, vous dites qu'en sortant, en tournant à gauche, il a débouché dans le boulevard machin, pas du tout, à l'époque ça s'appelait boulevard truc, etc. Donc là, je suis tranquille, je peux mettre une avenue Jules Ferry où je veux, une avenue Gambetta où je veux, voilà. Et ça. En revanche, là, c'est vrai que... Et ce qui m'intéressait, c'était moins un protectorat en particulier, que la problématique générale du protectorat. J'y reviens un peu. La France s'est vue confier, par des traités internationaux, c'est-à-dire le traité du Bardo pour la Tunisie, le traité de Fès pour le Maroc, s'est vue confier une mission de protectorat. C'est-à-dire la charge pour elle de guider ces peuples vers la voie du progrès et de l'indépendance. Or, assez vite, les milieux coloniaux de ces deux pays ont considéré que, bon, évolution, oui, évolution, mais enfin, la situation telle qu'elle, elle avait aussi tous les avantages dont on avait besoin. Au fond, il n'était pas question d'évoluer. Les choses pouvaient très bien rester comme ça. On n'osait pas dire pour les siècles des siècles, mais on faisait tout, on faisait comme si c'était effectivement pour les siècles des siècles. Voilà. Et donc, c'est cette espèce de torsion de la problématique du protectorat d'un pays à qui est attribuée une mission de développement et de guide, qui détourne cette mission, en quelque sorte, dite civilisatrice ou autoproclamée civilisatrice, qui la détourne en situation d'exploitation qu'il pérennise. Voilà. En maintenant les gens dans un statut de subalterne. Alors en diffusant quand même un certain nombre d'éléments de culture, en laissant percer quelques élites, et jusque y compris à travers son système
d'éducation, mais pas trop. Et je dirais même pas beaucoup. Parce que pour les milieux coloniaux, si on donne à ces gens-là trop d'éducation, ça en fait des aigris, et ça en fait des adversaires. Donc, pour reprendre une expression célèbre, quelques-uns ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a... Voilà. Exactement. Déjà à l'époque, c'était un peu la même chose. Et c'est resté ça, jusque dans les années 50-60. Hein. Un lycéen qui portait un nom arabe dans un lycée de la mission française dans les années 50, il y en avait un par classe. Un ou deux, pas plus. Hein. C'est un peu le roman de formation de Raouf, hein, à travers l'expérience européenne en particulier, le passage par Paris. Le passage par Paris parce que, d'abord, il faut qu'il ait le choc des capitales européennes. Hein, et quand, il n'avait pas envie d'aller en France. Quand son père lui dit il faut que tu partes parce que sinon la police va te mettre en prison, son premier réflexe c'est bah, écoute, la prison c'est aussi formateur, il effraie son père, etc. Et le père demande à Gantier, qui est son ennemi intime en quelque sorte, lui demande de lui rendre le service d'exfiltrer son fils en Europe, ce que fera Gantier. Mais Gantier a trouvé le moyen de convaincre Raouf de partir. Il sait que le jeune homme est réticent, il finit par trouver la bonne question. Il dit « Vous n'avez pas envie d'aller voir comment on fabrique ce qui vous domine ?» Là, ça intéresse effectivement Raouf. D'aller dans le cœur de la domination, voir comment ça se passe. Voilà. Et à l'intérieur, au cœur même de la domination, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre ce que j'appellerais à l'époque, c'est la grande université française de la Révolution. Puisque une grande partie des révolutionnaires du XXe siècle se sont formés, en quelque sorte, à Paris. Quand Schoenlein arrive à Paris, il est un jeune bourgeois radical. C'est au cours de son séjour d'étudiant ouvrier parisien qu'il se radicalise et qu'il devient communiste. Même chose pour Deng Xiaoping, par exemple. Voilà. Ho Chi Minh a fait toute sa formation de révolutionnaire en Europe. Voilà. Il était parti comme jeune bourgeois radical lui aussi, et puis il est devenu autre chose. Voilà. Donc il y a ce passage par ce monde en ébullition qui donne un écho de ce qui est en train de se passer, en particulier en Asie, pas seulement en Afrique, donc, mais également en Asie. Et puis il y a le passage par l'Allemagne, parce que ça, c'est la jeune actrice américaine, Catherine Bishop, qui veut y aller parce que elle est fascinée par le cinéma allemand, donc Murnau, Lang, Lubitsch, etc. Et donc elle les emmène un peu à sa suite, comme ça, avec elle. Et là aussi, en Allemagne, le regard de Raouf, qui est un regard tiers, posé sur la situation, permet justement de faire émerger des choses qu'on n'aurait pas vues avec autant d'acuité si on était resté dans le face-à-face franco-allemand, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ça, la circulation, effectivement. Qu'il y ait effectivement cette interprétation, mais que chacun des mondes modifie l'autre, en quelque sorte. Qu'il n'y en ait pas un qui essaye d'exercer une prééminence. Cela dit, c'est très particulier pour la France à l'époque, hein, parce qu'elle sort vainqueur de la guerre de 14-18. Le slogan officiel, c'est la première armée du monde, ce qui, en termes d'effectifs, est vrai. L'autre slogan officiel, c'est une France de 100 millions de Français. C'est un empire qui n'a aucune valeur juridique, hein. C'est une appellation journalistique. Il y a les colonies, il y a les mandats, il y a les protectorats, mais on invente la notion d'empire. Le président de la République n'est pas empereur des Français, mais il y a un empire colonial. Voilà. Mais c'est une invention de journaliste. Et c'est un empire de 100 millions d'habitants. Et c'est ce qui fait par exemple que Gantier, le colon, est autre chose qu'un prépondérant. Parce que Gantier, lui, il prend ce slogan au pied de la lettre. Il dit 100 millions d'habitants, ça veut dire 100 millions de citoyens. Et il prend exemple sur le modèle latin. Il dit les Romains ont donné la citoyenneté à la Gaule, c'est comme ça que nous sommes devenus romains. Ils l'ont donné également à l'Afrique du Nord, c'est comme ça qu'on a pu avoir des empereurs romains qui étaient nés en Afrique du Nord, citoyens romains, etc. Et bien nous, c'est la même chose. Notre France de 100 millions d'habitants, si on veut que ça dure, il faudra que ce soit une France... Alors les autres prépondérants, ils disent vous êtes complètement fous. C'est du rêve, c'est de la folie, taisez-vous, etc. Voilà. Lui il est déjà décalé. C'est déjà trop tard. Historiquement, c'est déjà trop tard.
La deuxième, il fallait faire très attention parce qu'il ne Ouais. fallait pas faire de la rétrospection. Donc la seule chose, effectivement, c'est une ombre qui commence à s'étaler sur le siècle. C'est parce que l'occupation de la Ruhr par les troupes françaises pour faire payer aux Allemands les réparations qui ne sont pas en état de payer. Si la dette de guerre telle qu'elle était exigée par les Français à l'époque aurait condamné l'Allemagne à payer jusqu'en 1985. Donc c'était irréalisable. Les Américains et les Anglais avaient prévenu les Français, c'était irréalisable. Poincaré, à l'aveugle, avait décidé de les faire payer, parce que la France avait inventé quelque chose d'extraordinaire, c'était la guerre qui ne coûte rien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait d'impôts nouveaux. La guerre, on avait mis toutes les dépenses dans une caisse de guerre. Et on avait dit, dans cette caisse, fictive en quelque sorte, on avait dit, c'est l'Allemagne qui paiera la caisse de guerre. Voilà, évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Mais il envahit la Ruhr, et quelle est la première conséquence de l'invasion de la Ruhr, alors que la France occupe déjà la Rhénanie au terme des traités internationaux, c'est déclencher une vague de nationalisme. Et cette vague de nationalisme, quelle est sa conséquence qu'on ne perçoit pas encore? Nous l'apercevons, mais j'ai fait très attention à ne pas en faire une vague annonciatrice. Je me suis contenté de noter les faits. On a un certain Hitler qui est mal en point parce qu'il a déjà échoué dans une première opération avant 22. Et voilà qu'en janvier 23, cette vague nationaliste le remet littéralement en selle. Lui et son parti vont décupler leurs effectifs en 6 mois, jusqu'au putsch raté de la fin 1923, qui ensuite le relancera, etc., etc. Mais la grande conséquence de l'invasion de la Ruhr, ça a été le réveil de l'extrême droite allemande. Et la façon dont, au fond, on a cassé la démocratie en construction, ou partiellement cassé, parce qu'elle a quand même duré jusqu'en 28, hein, maintenant, la démocratie allemande en construction. Ça a été très très dur, et c'est une des choses à porter au débit de Poincaré. Elle le dit dans une formule un peu resserrée, elle dit à l'étranger je suis une Boche, et chez moi je suis une métèque. Et effectivement, ils ont comme ça des échanges tous les deux avec Raouf, lorsqu'il lui dit au moins vous n'êtes pas envahi. Elle dit, en tant qu'Autrichienne, elle dit oui, mais alors à l'intérieur de l'Autriche, en tant que juive, on me considère comme une étrangère. Oui, ils sont très, très en miroir l'un et l'autre, effectivement. C'est deux jeunes gens en même temps de cette époque-là. Ils aiment le cinéma, alors elle connaît bien le cinéma européen, lui, il lui parle du cinéma américain qu'il vient de connaître par ses amis américains, mais voilà, il y a quelque chose d'un peu délicat qui se met en place entre eux, quoi. Oui. Et en même temps, c'est parce que j'ai en même temps une conception du roman qui relève du donner à voir et du donner à entendre. C'est-à-dire que la fonction du roman, c'est ça, c'est donner à voir, donner à entendre, donner à percevoir, donner à penser, pas éditorialiser, pas passer dans l'abstraction, mais construire, produire les scènes où se donne libre cours des comportements humains. Voilà. Euh, une femme qui est prise dans la jalousie, par exemple, je peux écrire dans un premier temps, elle plongera dans l'enfer des supputations et des conjectures, mais j'ai la chance d'avoir une voix un peu plus tard qui me dit t'as pas honte. Donc je raye cette phrase sur les supputations et les conjectures et j'invente la scène dans laquelle se donne libre cours, effectivement, cette jalousie. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire que de raconter une histoire de supputation et de conjecture. Voilà, alors je peux mettre je sais que dans le roman, Catherine est en train de fouiller dans le secrétaire de son mari pour essayer sur le bureau, là, pour essayer de trouver une lettre. Elle cherche, elle veut une preuve. Bon. Et puis elle la trouve pas, et à ce moment-là, le mari entre. Voilà. Et, bon, mais ça a déjà été écrit 20 fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je bazarde la scène, ou bien alors j'essaie d'aller plus loin, j'essaie de faire autre chose. Et donc, je me laisse porter comme ça, mais sans savoir où je vais. Et Daintree est en colère. Et j'arrive pas à trouver. Bon, alors la lettre n'existe pas parce qu'il est innocent, donc c'est de l'honneur outragé, mais ça a été fait 20 fois, pas possible. Bon, il va mentir, non, ça a été fait 20 fois aussi. Et à un moment donné, ça a commencé à se goupiller comme ça, par la colère de Daintree.
qui devenait un peu étrange. Et Catherine se demandant, mais pourquoi est-ce qu'il est à ce point en colère, et pourquoi cette forme-là de colère à laquelle elle ne comprend rien. Et puis à un moment donné, elle commence à comprendre. Elle commence à comprendre que si Dintry est à ce point en colère, c'est parce qu'elle cherche une lettre qui n'existe pas. Donc, et elle comprend qu'il est effectivement amoureux d'une autre, mais que l'autre ne lui écrit pas. Il en souffre. Et voilà que sa femme cherche la lettre de l'autre qui ne lui écrit pas. Il va souffrir doublement. En quelque sorte, la femme, involontairement, est en train de remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Alors là, ça devenait intéressant. Là, ça devenait intéressant. La scène pouvait effectivement se relancer. Et tout ça, ça relève à ce moment-là de la mise en scène. Il fallait donner les deux personnages à voir dans leur relation, les donner à entendre dans leurs répliques. Voilà, c'est presque, effectivement, ça relève un peu de la même chose que de la mise en scène. Sauf que le romancier n'a pas non plus à descendre sur le plateau pour dire « regardez comme c'est fait ». Vous voyez, donc là, oui, il faut revenir un peu sur Gabrielle parce que c'est un grand reporter. Elle est l'héritière dans le roman de ces femmes grands reporters. Ça va de Louise Weiss à André Violis. Vous avez un talent, un courage exceptionnel. Et Gabrielle Conti écrit pour un de ces grands journaux parisiens qui vendent tous les matins 2 millions d'exemplaires. Ça laisse rêveur aujourd'hui. Et le patron est fou d'elle. Et alors il croit qu'il est dans un paradoxe. Il dit, vous vous rendez compte, elle écrit comme Maupassant. Vous vous rendez compte, une femme qui écrit comme Maupassant. Et voilà, pour lui, c'est de l'ordre du miracle, comme ça. Il n'a pas fini d'en voir. Hein. Et elle a ce talent, effectivement. Et en même temps, c'est peut-être celle qui regarde les choses de la façon la plus aiguë, en même temps, parce qu'elle note. Elle essaye de... Et elle a une conception de l'écriture qui, c'est vrai, est une conception de l'écriture du reportage, quoi. Des muscles, des tendons, pas de fioritures, des faits, quoi. Voilà. Et de ce point de vue, elle représente effectivement à l'intérieur du roman cet autre aspect de l'écriture qu'est le grand reportage. Cela dit, pour moi, il y a, entre le grand reportage et le roman bien écrit, il y a beaucoup d'affinités. Il y a beaucoup d'affinités. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Conrad, dans la préface d'un de ses romans à la fin du XIXe siècle, définit son art, au moment où il définit l'art du roman. Il définit son art en disant que tout son art, c'est to make you hear, to make you feel, c'est de vous donner à entendre, de vous donner à sentir, de vous donner à voir. Ça et rien d'autre. C'est quand même assez remarquable que l'un des grands romanciers du XXe, au moment où il définit le roman comme en tant qu'art, utilise des exigences qui sont celles en même temps du grand reportage. Il y a un côté illusion perdue. Hein. Il y a un côté un mélange éducation sentimentale, illusion perdue, parce que c'est un roman de formation. C'est pas non plus, au sens où on pourrait prendre l'éducation sentimentale, c'est pas non plus un roman gris, parce que j'aime bien le fil comique. En même temps, donc le comique et le dramatique, pour moi, ça va toujours ensemble. Mais c'est vrai que il y a une forme d'exercice de lucidité sur les faits et gestes dans le roman. Oui, toute la difficulté, c'est de faire un roman politique sans éditorial, sans programme. Voilà. Toute la difficulté, c'est de fermer sa gueule, à soi en tant que romancier, pour laisser parler le montage. Et de composer un montage qui donne à penser, qui n'impose pas la pensée, mais qui donne en quelque sorte à penser l'histoire des rapports de dominant-dominé dans la colonisation, à penser l'histoire des tensions entre tradition et modernité, entre double jeu dans un
un système pareil. Le père de Raouf est un grand notable, il dit il faut toujours nager près du bateau, ou alors l'hypocrisie est l'arme des vaincus. Sinon, voilà. Et donc il y a cette forme de roman politique à l'intérieur du roman, mais sans éditorial. Dans la voie narrative, ça a été très difficile à construire, euh, parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit porteuse de messages, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne soit pas non plus, je dirais, dans une ironie de supériorité. Donc il fallait que ça reste plus de l'ordre du souriant, bien qu'on traverse de la tragédie par moment. Il y a une voix que j'admire beaucoup comme voix narrative, mais qui n'est pas une vraie voix narrative, c'est la voix off dans le film de Truffaut, Les deux Anglaises et le continent. Il y a une qualité de voix off dans ce film qui est faite à la fois de lucidité et de sympathie pour les personnages tout au long du film. Une voix dont je n'ai pas encore réussi vraiment à percer le secret. Donc la seule chose que je pouvais faire de temps en temps, c'était de me repasser cette voix off pour essayer de retrouver le secret de sa qualité. Mais je crois que j'ai jamais réussi à percer la chose vraiment. Mais voilà, c'est ce que j'essayais d'obtenir quand je passais un peu certaines pages au gueuloir, en quelque sorte.